vague rose déferle dans les rues de Metz. Pour cette 9e édition de la Messine, elles étaient précisément 8702 femmes à enfiler leurs baskets pour courir ou marcher contre le cancer du sein, déguisées, accompagnées de leurs chiens ou de quelques notes de musique. C'est dans une ambiance décontractée que ces Messines affichent leur soutien. C'est surtout le partage entre amis, d'être présente pour la ville et montrer aux femmes qu'il faut toujours se battre. Et quoi qu'il arrive, on est tous concernés. C'est symbolique, c'est juste un soutien, c'est pas grand-chose à la prévention de la maladie et effectivement à la recherche pour que les femmes ne soient pas touchées ou pour qu'elles le soient moins. Une course solidaire entre copines, collègues et familles. Toutes les combinaisons sont possibles même dès le plus jeune âge, comme cette maman qui a inscrit sa fille de 2 ans à la Baby Messine. Je trouve ça super sympa avec les tout petites. J'essaie de la expliquer, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle comprend encore, mais elle va rentrer à l'école et je pense bientôt, peut-être même l'année prochaine, elle va comprendre, elle a déjà participé. Près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein dans sa vie. Alors pour ces femmes, suivre ce fil rose de 6 km est devenu capital pour rendre hommage à leurs proches. J'ai dans ma famille et dans mes amis des personnes touchées par cette maladie. Il y en a qui luttent, il y en a qui sont malheureusement partis. Et je travaille à l'hôpital, aux urgences. Et donc on est sensible à cette cause pour les femmes. Depuis sa création en 2012, la Messine a permis de récolter plus de 466 000 € pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Ces petites clochettes ne sortent de terre qu'une fois par an et chaque année, la coutume veut qu'on offre quelques brins de muguet à ses proches afin de leur porter chance et bonheur toute l'année. Cette tradition datant de la Renaissance perdure toujours dans le cœur de certains superstitieux. Alors c'est déjà par coutume, c'est une fois dans l'année et c'est une jolie fleur et puis on a toujours dit que ça portait bonheur. Et pour moi c'est l'ouverture vers l'été. Il faut offrir du muguet pour porter chance. Dans les rues, les vendeurs à la sauvette négocient leurs récoltes, fraîchement ramassées dans un lieu tenu secret. Pour cette marchande d'un jour, Petit bouquet de muguet, monsieur. La fête du muguet rime avec tradition familiale. Ça fait des années, mais ça faisait 6 ans que je ne l'avais pas fait. Et là, j'ai repris pour ma fille. Pour y faire un peu d'argent de poche, comme elle est jeune. Chez les fleuristes, les petits brins aux clochettes blanches se vendent essentiellement le 1er mai. Pour l'occasion, cette artisane propose à la vente plus de 800 brins de muguet et une cinquantaine de bouquets d'origine nantaise. On a eu vraiment ce côté début de matinée agréable, le premier client, et ensuite manifestation énorme sur Metz avec la CGT. Donc ce qui a bloqué un petit peu, et on termine quand même bien cette année. On est quand même assez contente puisque ça sera quand même je pense une année assez en dancing par rapport à l'année dernière. Pour conserver son muguet pendant plusieurs semaines, les fleuristes conseillent de le mettre à l'abri des rayons du soleil, de changer l'eau du vase régulièrement et de couper les brins au couteau. Quand ils arrivent en ville, tout le monde les entend. Il faut dire que cette année, ils sont plus de 200 motards et 200 passagers bénévoles à frapper à la porte des habitations pour vendre plusieurs milliers de roses au profit de la lutte contre le cancer. Parmi eux, Théo, le fils du fondateur d'Une Rose Un Espoir. Il est pour la première fois chef de groupe d'une quinzaine de bécanes. Depuis que je suis tout bébé, dans le berceau j'avais déjà un t-shirt Une Rose Un Espoir. Pour moi c'est très important d'y participer parce qu'on a tous quelqu'un qui est plus ou moins dans notre entourage touché par le cancer. Et je trouve que c'est important de collecter pour la cause. Le passage des motards dans les villages voisins de Coin-sur-Seille est maintenant bien ancré dans les esprits. Bonjour, Une Rose Un Espoir, vous voulez acheter une rose? Oui. Ah. Les 2 roues sont attendus de pied ferme. Tous les ans j'en prenais, j'ai été moi-même concernée par le cancer du sein, ça va faire 5 ans. Et j'ai d'autres amis aussi qui ont été concernés. Bon, moi j'ai la chance d'être pratiquement guérie, d'être en sursis, mais
ça se passe bien. Voilà, et puis c'est une bonne action. Pour ne pas sonner deux fois à la même maison, les motards tracent une croix sur le sol, une coutume qui dure depuis 24 ans et qui réserve son lot de surprises. Dans un village, il y a une jeune fille, une motarde, elle me dit Bernard, voilà, comme d'habitude, il y avait une enveloppe, comme ça arrive souvent, une enveloppe qui est accrochée à la porte. Et puis il y a un chèque dedans et ils veulent des roses ou ils n'en veulent pas. Alors s'ils veulent des roses, ils mettent un pot et s'ils n'en veulent pas, ils mettent rien. Mais en plus, il y avait un deuxième mot. Amis motards, amis motardes, la porte est ouverte, vous pouvez entrer dans la cuisine, vous avez de la brioche et du café qui vous attend. Je te défie de trouver une association où on a accueilli comme ça. Ça, c'est la magie des roses. Depuis sa création en 1998, Une Rose, un espoir a reversé plus de 7 millions d'euros à la Ligue contre le cancer. On a le type de pot qui plaît bien au niveau du packaging. Depuis 6 mois, les infusions de Suzy font un tabac. Joliment conditionnées, ces fleurs de CBD dopent doucement le chiffre d'affaires de la buraliste. C'est commercialisé en tant qu'infusion. Après, en général, c'est de la fleur à fumer, mais ça, c'est les clients qui font ça chez eux. Nous, c'est de l'infusion. Donc, on a plusieurs marques différentes avec un packaging qui est quand même assez fun, avec des couleurs un peu flashy, ce qui fait que ça attire l'œil. Vendues en pochette ou en pot, ces fleurs de chanvre aux vertus relaxantes ne représentent pour l'heure qu'un petit pourcentage des ventes, mais le commerce du CBD est en plein essor. Ça fait que quelques mois qu'on a le droit de la commercialiser. La publicité, on ne peut pas en faire pour l'instant. Comme je vous disais, la loi n'est pas assez claire pour ça. Donc on attend que ce flou juridique en fait se stabilise et qu'on puisse après essayer justement d'en faire un produit qui serait un produit d'appel et qui ferait qu'on ait encore plus de passages dans nos magasins. Non commissionné, ce business florissant aurait pu partir en fumée si le Conseil d'État n'avait pas suspendu l'interdiction de la vente de ces produits dont la teneur en THC est inférieure à 0,3%. La diversification est essentielle dans nos commerces actuellement. Si aujourd'hui nous avions plus que le tabac, surtout nous frontaliers, je pense qu'il y a un paquet de magasins qui pourraient être amenés à disparaître, effectivement. Forcés de se diversifier pour survivre, près d'un tiers des 24 000 buralistes du pays se sont rués vers ce nouvel or vert. Sous vos yeux, le tout premier prototype de caisson décontaminant de Biola sorti en 2020. Depuis, 7 autres modèles ont vu le jour. Je vais mettre mes lunettes, hop, je les mets à l'intérieur. Et les lunettes, le temps de quelques instants, sont parfaitement décontaminées. Celui-ci, en bois massif, est le plus petit. Sa cible principale, les hôtels. Aujourd'hui, dans les hôtels, quand vous rendez votre clé, on remet la clé dans une petite boîte, il n'y a aucune désinfection. Celle-ci peut parfaitement convenir. On change d'échelle avec cette autre box. Elle est, comme toutes les autres, équipée de lampes UVC à 360 degrés, une technologie éradiquant l'ensemble des virus et bactéries en seulement quelques secondes. C'est comme si on mettait un coup de soleil aux bactéries. Dans les UV, vous avez les UVA, qui est le soleil. Les UVB et les UVC, c'est les plus nocifs, ils se rapprochent des rayons X. Et donc nous, on utilise la technologie UVC pour détruire les bactéries. L'autre intérêt est l'absence d'humidité, facteur important pour certains objets. Tout ce qui est jouet en bois, jouet en pulse, tout ce qui est même éléments, jouet avec des piles électriques, passe très bien parce qu'il n'y a pas d'humidité. Alors que tout ce qui est nettoyage dans les crèches, ils nettoient la vaisselle, ils nettoient en trempant. Ils ont enlevé certains jouets, tous les jouets en bois à l'époque, parce qu'ils ne pouvaient plus les nettoyer. Enfin, montons encore d'un cran. Ce caisson en toile est conçu pour accueillir des fauteuils roulants. Il est bien loin du premier prototype, lourd et encombrant. L'objectif, c'est d'avoir une box qui soit la plus légère possible, de façon à ce qu'elle puisse être manipulée par le quidam lambda, si je puis dire. En quelques mois, Biola a changé d'échelle. Elle a notamment remporté le prix de meilleure start-up du Grand Est dans la catégorie Jeunes Pousses. Aujourd'hui, ils sont une petite douzaine à travailler sur ces systèmes de décontamination. D'ici 2025, l'objectif est d'embaucher une 50aine de salariés.
Ici est en train d'être reconstruit une médiathèque et un espace périscolaire. Les travaux, qui ont débuté en avril 2021, ont pris du retard en raison de la crise sanitaire. Cet établissement doit permettre à la ville de Beauce de gagner en attractivité. La subvention et l'accompagnement du conseil départemental pour nous est très important puisque ça nous permet, outre le fait d'avoir des subventions qui ne seront pas négligeables, mais également d'avoir une certaine reconnaissance au niveau de la Moselle, du suivi et de l'accompagnement du conseil départemental pour les collectivités. Pour le département de la Moselle, cet investissement s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement des collectivités au service de la diversité des territoires. Le département est cette institution de proximité qui s'adresse aux gens du premier sourire au dernier soupir. Et c'est celui qui allie à la fois équilibre territorial et solidarité territoriale et humaine. Et nous avons besoin d'élus de proximité qui viennent parler aux gens, qui viennent écouter les gens et qui agissent dans tout le quotidien de la population. Et c'est le rôle du département et c'est la mission que j'ai confiée au département depuis ma présidence, c'est la proximité en permanence. La municipalité espère pouvoir inaugurer ce nouvel espace dans les prochains mois, en fin d'année 2022. Depuis 2018, cette église, située au cœur du village de Chény, est fermée au public. En cause, des fissures qui fragilisent en particulier le flanc nord du bâtiment. À l'intérieur, les murs au-dessus de l'autel et au niveau du chœur sont eux aussi lézardés. Pour le maire, Pascal Hubert, l'avenir de cette église construite en 1850 est pour l'heure incertain, car la rénovation de l'édifice représenterait un investissement énorme pour la commune, de l'ordre de 500 000 €. Si on ne trouve pas les financements, effectivement, il faudra réellement se poser la question d'une déconstruction qui serait de l'ordre, mais ça reste encore approximatif, de 100 000 €. Donc, qui est également un coût, mais si on est sur une logique économique, c'est toujours nettement moins que 500 000 € d'argent public. L'option de la revente de l'édifice est aussi à exclure, car la commune se heurte à un problème de taille, la présence d'un cimetière tout autour de l'église. Le déplacer, c'est aussi quelque chose qui implique des finances, qui implique aussi toute une procédure qui est longue. Donc je veux dire, en fait, la réaffectation, entre culturelle et cultuelle, semble compromise. Pour l'équipe municipale comme pour les habitants, cette église occupe une place particulière dans leur village, mais aussi dans leur cœur. Quand on était petit, on imaginait c'est un village avec une église. Chacun dessinait un village, il mettait une église, une école. Maintenant, on ferme les églises, on ferme les écoles. Qu'est-ce qui va devenir des petits villages, quoi? Moi, ça m'attriste, sincèrement, parce qu'elle fait partie de nous. On l'a toujours connue. Moi, ça fait 16 ans que je suis là, je l'ai toujours connue. J'ai baptisé mon fils à l'intérieur. Donc, moi, personnellement, j'ai pas envie qu'elle soit détruite. Je crois que je me suis fait une raison. Il faut, de toute façon. J'aimerais vous dire oui, effectivement, il faut la conserver. Maintenant, je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste et le coût pour un village comme le nôtre serait vraiment, me paraît un peu compliqué à l'avenir. Une consultation citoyenne devrait être lancée prochainement par la municipalité. Le futur de l'église de Chény se trouve donc entre les mains du maire et de ses concitoyens. Il est 20h, le coup d'envoi est donné pour les 33 participants du tournoi Super Smash Bros Ultimate. Tous les mardis, le bar The Rift affiche complet grâce à ce jeu mythique. Le but est simple, remporter le combat en propulsant son adversaire hors de l'arène, un jeu qui demande de la stratégie et surtout de la concentration. On se cherche, on s'envoie des petits coups, on voit ce que l'autre fait, on essaie de réagir là-dessus, mais c'est un jeu qui est très rapide. Du coup, c'est assez compliqué, c'est assez stressant, faut vraiment être concentré de ouf. Là, ce que je suis en train de faire, c'est d'abord essayer de comprendre le style de jeu de mon adversaire, sur quoi il est réactif, sur quoi je peux plutôt me profiter de son niveau de jeu, sur quoi je sais quelle option je peux pas faire pour ne pas qu'il me punisse. Après, pour l'instant, je suis un peu en retard, donc... En gros, le but du jeu, c'est de comprendre le perso de l'adversaire et du coup de comprendre les faiblesses du perso de l'adversaire et les mêler aux forces du mien. Et du coup, après, grâce à ça, je pourrais essayer d'avoir un avantage et de gagner le match.
Bon là ça paraît un peu mal parti pour l'instant. Super Smash Bros Ultimate, développé par le célèbre éditeur Nintendo, réunit une forte communauté dans le gaming. Cette soirée est coordonnée par l'association Smash Lorraine, qui réunit plus de 660 membres de tous les âges. Le profil il est hyper varié, il y a majoritairement des étudiants, mais il y a aussi des vieux de la vieille, si je puis dire, qui ont commencé le jeu il y a très longtemps. Ça va de 15 à... Le plus vieux, je crois qu'il a 35 ou 36 ans, donc il y a quand même une grande fourchette de personnes. Ce soir-là, une majorité d'hommes était de la partie, mais évidemment tout le monde est le bienvenu. Prendre une consommation au bar est la seule condition pour pouvoir participer à ce tournoi, pour le plus grand plaisir d'Hugo Foster, le propriétaire. Voilà, il prend de plus en plus d'ampleur ce jeu-là et du coup j'ai une clientèle de plus en plus grande aussi chaque semaine. Je voulais faire des tournois jeux vidéo et autour des jeux de société aussi, jeux de rôle, etc. Mais je ne pensais pas en fait faire un tournoi du même jeu vidéo toutes les semaines. Mais la communauté Smash voilà, est vraiment au top et ils m'ont demandé. Donc voilà, maintenant le mardi leur est réservé à 95%. La soirée s'est terminée sous les coups de minuit. Le vainqueur Axiro conserve sa place de numéro 1 après une lutte acharnée dans les arènes virtuelles de l'univers Smash Bros. À Hayange, les campagnes électorales se suivent et se ressemblent. Ravi aux socialistes par Fabien Engelmann en 2014, l'ancienne cité sidérurgique réussit bien au Rassemblement national. Ici, le tractage ressemble à une promenade de santé. Le but, c'est de discuter avec la population et de mener une politique de proximité. C'est l'essentiel. Et c'est pour cela que mon équipe, que je remercie, et moi-même, avons été réélus à 63% au premier tour lors des dernières municipales. Bien connu sur le marché, le maire d'Hayange se fait pourtant voler la vedette par Laurent Jacobelli. Porte-parole de Marine Le Pen pendant la présidentielle, le conseiller régional fait partie des visages du RN. Il y a un très bon accueil ici à Hayange, en général dans la 8e circonscription. C'est pour ça que ça a été un peu une évidence pour moi de présenter ma candidature pour être député ici, parce que je viens souvent au contact dans le cadre de mon mandat de conseiller régional depuis maintenant quelques mois, quelques années, et j'ai un accueil effectivement très chaleureux parce que les gens savent qu'on est sincère et que le programme que nous portons, c'est pour eux, pour les protéger et pour assurer l'avenir de leurs enfants. Seule ville mosellane aux mains du Rassemblement national, Hayange est aussi la plus grosse commune de la 8e circonscription. En y sortant son ticket Jacobelli-Engelmann pour les législatives, le RN joue en terrain conquis. Il y a 5 ans, le siège de député avait échappé de 4 853 voix au Rassemblement national, mais ici, le mandat écoulé d'Emmanuel Macron a laissé des traces. Ils n'ont pas voté, puis maintenant ils pensent qu'ils ont voulu le Macron. Moi j'ai dit ça qu'ils ont voulu le Macron, moi j'ai dit et maintenant ils vont pleurer pendant 5 ans. Bien implanté localement, le parti reprend la recette des présidentielles, défense du travail et pouvoir d'achat, des thèmes qui parlent en terre ouvrière. Elle promettait la baisse de la TVA pour pouvoir que les gens ils puissent manger correctement à la fin du mois pour les premiers produits de nécessité. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voté elle aussi. Et je suis tout à fait pas raciste, je ne suis pas raciste, je suis fils d'ouvrier et je suis immigré. Au premier comme au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans plusieurs communes des vallées de l'Orne et de la Fensch. À Hayange, elle a séduit près de 6 électeurs sur 10, un terreau fertile pour les prochaines élections. Pas d'inquiétude, ce n'est pas une prise d'otage, mais bien une démonstration du raid de la police. Vous allez assister en fait à une filature avec une interception d'un véhicule à bord duquel se trouve un individu dangereux. De nombreux lycéens étaient venus ce matin découvrir les métiers de la police. Au programme, déploiement des cynophiles, du raid, de la patrouille mobile ou encore de la patrouille aux frontières. Un large choix pour qui sait peut-être susciter des vocations. Aujourd'hui, l'objectif, c'est par exemple de pouvoir donner des informations très concrètes sur les prochains concours qui vont s'ouvrir. C'est aussi montrer la diversité des métiers, ça je pense que c'est vraiment important. On peut être maître chien dans une brigade cynophile, on peut être policier en laboratoire quand on fait de la police scientifique et technique. Donc la palette est très très large. Mais si je suis titulaire du bac, je peux à la fois passer le concours. Un stand spécifiquement dédié au recrutement était aussi implanté sur la place d'Armes. La police cherche en effet à étoffer ses rangs. Il faut déjà dire que pour faire tout ce qu'on a à accomplir comme mission, la police nationale est une institution riche
de 150 000 hommes et femmes. Donc c'est derrière ce chiffre qui est peut-être un peu abstrait, le message c'est que c'est une institution qui recrute beaucoup et qui recrute souvent. Et c'est ça aussi qu'on veut faire comprendre aux jeunes que nos carrières pourraient intéresser. Les jeunes ont pu échanger sur la profession, mais aussi comprendre tout le matériel professionnel utilisé en intervention. La plupart des jeunes présents suivent un cursus professionnel dans les métiers de la sécurité. Moi, cette matinée, elle va m'apporter du savoir. Je vais pouvoir mieux me diriger plus tard, parce que pour l'instant, j'ai encore des doutes. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je sais que je vais être dans la police, mais je ne sais pas encore dans quelle branche. Du coup, cette journée, elle est parfaite pour m'orienter. Pour nous, ça va nous servir pour notre orientation, à savoir où on veut s'orienter, que ce soit dans la police nationale, puisqu'il y a beaucoup de branches. Et c'est des bonnes expériences à voir, c'est intéressant à voir. On arrive bientôt à des périodes de stage, donc on va apprendre de nouvelles choses encore. En 2021, 211 policiers adjoints ont été recrutés en zone Est. 300 postes sont actuellement à pourvoir dans cette même zone. Une prochaine série de tests d'entrée est prévue en septembre prochain. Grèce, Espagne, Turquie ou Égypte, le bassin méditerranéen séduit particulièrement. Après 2 années restrictives, les Mosellans sont soulagés et préparent dès à présent leurs vacances d'été. On avait prévu un voyage, en principe un voyage par an, on le fait. Là maintenant, on peut commencer à le faire. Mais le Covid quand même bloque. Le Covid nous a quand même bloqué. La pandémie nous a cloués en fait sur place, donc on a attendu en fait la levée en fait de toutes les mesures pour pouvoir repartir. Alors la prochaine destination, c'est les Canaries. Peut-être hors saison, oui, mais je passerai quand même par agence. Rien que pour le billet, pour être plus sûr. Avec leurs offres toutes incluses, les agences de voyage offrent sécurité et sérénité à leur clientèle, séduisant ainsi de nouveaux vacanciers. Par rapport aux années précédentes, on a beaucoup de nouveaux clients. On ne sait pas trop s'y réserver dans d'autres agences ou s'y réserver sur Internet, mais effectivement, on en a quelques-uns qui ont eu des soucis avec Internet et qui préfèrent s'adresser à une agence pour avoir le service et le suivi d'une agence de voyage. Entre ses habitués et sa nouvelle clientèle, cette agence retrouve presque son chiffre d'affaires de 2019. Ailleurs aussi, le carnet de réservation est bien rempli. Donc il y a aussi effectivement les gens qui souhaitent avoir un petit prix parce qu'avant ils avaient ces prix-là et ils ne comprennent pas forcément pourquoi ils ne sont plus d'actualité en fait. Des voyages plus chers en raison des pertes estimées à 20 milliards d'euros en 2020, mais aussi de l'augmentation du prix du carburant. Que les voyageurs se rassurent, certains pays comme la Turquie ou l'Égypte restent abordables. Dans son récit post-apocalyptique, Sylvain Repos raconte l'histoire de robots samouraïs qui tentent de sauver un petit garçon traqué par des soldats. À 33 ans, l'auteur-illustrateur signe sa première œuvre. Yojimbot est une BD en 2 tomes qui mixe de la pop culture, du comics et du manga. Inviter cet artiste est une occasion de faire découvrir au public les différentes étapes de création d'un album, des travaux préparatoires jusqu'à l'objet fini. La BD, le manga, qui est quand même classé, dit le 9e art, a toute sa place ici dans ce champ de la création artistique, donc c'est important pour nous. Yojimbot s'inscrit dans le cadre du Rayon Vert, le festival de BD de Volcrange, qui s'intéresse cette année au Japon. Le chargé de sélection des artistes a vu en cette exposition annexe un véritable intérêt pédagogique. C'est toujours intéressant en fait de découvrir l'envers du décor, de voir comment une BD se construit, là en l'occurrence des cases ou des planches, et voilà, de voir pourquoi pas aussi des recherches de personnages qui ne sont pas dans la BD et qui n'y seront peut-être jamais. Dès qu'on m'a proposé l'expo, j'ai proposé de mettre en avant mes crayonnés, de mettre en avant des étapes de recherche, de pouvoir montrer toute la généalogie en fait d'une planche. Moi j'aime bien un peu décomplexer les gens sur la BD, c'est pas que le produit fini, c'est des étapes très faisables, pousser un peu les gens aussi à se dire que c'est à la portée de tous. Inspiré par l'univers de Star Wars, le BDiste a toujours regretté que les robots ne soient que des personnages secondaires. Il en fait ici des êtres doués de sensibilité. Là il s'appelle Bakudan, ce qui veut dire bombe ou lanceur de bombes. Et celui-là, il s'appelle Kabuto, mais il a pas mal changé aussi de design par la suite. Déjà récompensé à maintes reprises, Sylvain Repos travaille déjà sur un tome 3, parution prévue pour 2023.